documentaire dénonce les poisons contenus dans certains emballages de produits alimentaires. Et à 10h35, retour sur la bataille de l'Arctique qui opposa l'Allemagne nazie à la Norvège et à l'URSS. Arte vous éclaire. Dans les supermarchés d'aujourd'hui, tout est bien conditionné dans des emballages hygiéniques, pratiques et joliment colorés. On peut quasiment acheter les mêmes produits partout dans le monde, qu'on soit à Shanghai, à Berlin ou à Paris. Tout doit être facile à transporter et se conserver aussi longtemps que possible. Ça facilite la vie aux commerçants comme aux consommateurs. Mais voilà, les chimistes de l'alimentation tirent à présent la sonnette d'alarme. En effet, de dangereux poisons se cachent souvent dans les emballages. Des poisons qui peuvent s'introduire dans notre nourriture et dont seul un petit nombre nous est connu. Je pense qu'il existe environ 100 000 substances dans ces emballages divers et variés qui migrent dans notre nourriture, en quantité peut-être suffisante pour être toxiques. Les emballages peuvent-ils donc nous nuire ? Stéphanie Bloch va environ 3 fois par semaine au supermarché, comme la plupart des Européens. Elle travaille et a 2 enfants en bas âge. Ici, elle trouve tout ce dont elle a besoin. C'est commode et ça gagne du temps. D'ailleurs, elle n'hésite pas, entre autres, à faire le plein de denrées longue conservation. Mais ce que Stéphanie ne sait pas, c'est que les emballages de ces produits sont dangereux. Car de nombreuses substances toxiques se cachent dans ces pots en verre d'aspect si hygiénique, ces emballages carton ou plastique tout en couleur. Et ces substances peuvent migrer dans notre nourriture. Peu d'entre elles sont connues aujourd'hui, et on ignore encore quelles conséquences elles peuvent avoir sur notre santé. Marieke Colossa, toxicologue à l'Office fédéral de l'environnement, est une spécialiste de ces poisons dits migrants. Elle s'intéresse spécifiquement aux phtalates, utilisés par l'industrie plastique pour fabriquer des emballages souples et durables. Ces plastifiants ont de quoi nous inquiéter, car lors d'une enquête réalisée sur 2000 enfants, l'Office fédéral de l'environnement a découvert que ces substances qui infestent les emballages se retrouvaient dans l'organisme des enfants examinés. Pour comprendre d'où viennent ces phtalates, un certain nombre de denrées alimentaires a été analysé. Nous avons décelé des taux importants de phtalates dans ce genre de sauce au pistou ou asiatique, qui sont très grasses. Dans les petits pains aussi, que l'on mange avec des pâtes à tartiner à la noisette, comme celle-ci par exemple. On en a aussi trouvé dans les bonbons, comme les nounours ou les bouteilles de Coca-Cola. Et également dans le lait, y compris le lait bio. Et nous sommes d'avis que ces phtalates ont migré à chaque fois de l'emballage dans le produit. Quel effet ont ces phtalates sur notre organisme ? Les phtalates agissent comme des hormones et provoquent donc avant tout des dérèglements hormonaux. Pour en savoir plus sur ces dérèglements hormonaux, il faut aller à Copenhague. En effet, depuis plus de 20 ans, les chercheurs de la clinique universitaire y étudient l'effet des plastifiants sur notre santé. Le docteur Jorgensen, qui est andrologue, a constaté que les phtalates agissaient comme un leurre hormonal. Ils miment l'effet des hormones sexuelles femelles et modifient ainsi de façon significative l'équilibre hormonal masculin. Constatant qu'un nombre grandissant de patients venaient se faire examiner pour stérilité, les chercheurs ont commencé à étudier le rapport entre les phtalates et cette augmentation de la stérilité masculine. Ils ont examiné plus de 10 000 échantillons de spermatozoïdes et ont fait une découverte bouleversante. Presque la moitié de ces hommes produisent trop peu de spermatozoïdes
ou des spermatozoïdes trop lents pour pouvoir procréer de façon naturelle. Et le nombre d'hommes stériles augmente en permanence en Europe. Voici une image type. Des spermatozoïdes qui nagent en cercle et n'atteignent jamais leur but. Ces poisons nous nuisent donc avant même la naissance. Certains de ces phtalates et autres substances sont ingérés par les femmes enceintes. Une fois dans leur organisme, ils atteignent le fœtus et entravent le développement des testicules. De ce fait, à cause de l'amoindrissement du nombre de cellules produites à ce stade précoce, on observe des atrophies testiculaires qui seront responsables plus tard d'une production de spermatozoïdes réduite. Les phtalates sont particulièrement dangereux pour les femmes en âge de procréer et les enfants. Stéphanie fait attention à ce qu'elle achète. Elle souhaite nourrir ses fils sainement et redoute les poisons que peuvent contenir certains aliments. Les sucreries, elle ne leur en achète qu'à titre exceptionnel. Mais quelles substances peuvent bien se cacher dans les emballages? Ça, ce n'est écrit nulle part. Sur un pack comme ça, basique, information trier vos emballages, c'est participer activement à la préservation de l'environnement. C'est tout ce qu'on trouve là-dessus, d'accord? Les enfants adorent le Nutella. Hélas, l'Office fédéral de l'environnement a trouvé dans les tartines de Nutella une forte concentration de DEHP, le phtalate le plus dangereux de tous. Plein de vitamines, ça, tu sais. L'entreprise Ferrero qui produit cette pâte à tartiner a elle-même conduit des analyses et constaté la présence du plastifiant dans la pâte à tartiner elle-même, mais en quantité inoffensive à l'en croire. Selon Ferrero, il faudrait manger énormément de tartines de Nutella pour s'intoxiquer réellement. Toutefois, les spécialistes sont formels. Le DEHP peut rendre stérile. C'est pour cette raison qu'on en a interdit l'usage dans l'industrie des jouets. Mais pourquoi, au-delà des jouets, cette substance n'est-elle pas bannie de tous les emballages à ce jour? Mystère. Une autre enquête réalisée par l'Office fédéral de l'environnement a pourtant donné des résultats alarmants. 600 enfants ont été examinés et on a décelé des traces de DEHP dans le corps de chacun d'entre eux. Il faut absolument les interdire, car chez tous les enfants examinés en Allemagne, on a décelé des traces de 5 phtalates importants. Autrement dit, ces phtalates sont omniprésents dans le corps des enfants. Et chez au moins 20% d'entre eux, certains de ces phtalates sont présents en quantité critique, c'est-à-dire toxique. D'autant plus que si l'on considère que les effets des différents phtalates peuvent s'additionner, il se pourrait bien qu'en réalité, non loin de 80% des enfants absorbent plus de phtalates que nous n'estimons raisonnable. Nous avons donc tous de dangereux phtalates dans le corps. Malgré tout, le Parlement européen a du mal à faire interdire l'utilisation de ces substances. C'est pourquoi, comme les politiques ne sont généralement pas experts en chimie ni en toxicologie, une administration spéciale a été créée pour réguler l'utilisation de ces substances douteuses. Cette administration spéciale, c'est l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques. Elle est chargée de gérer les procédures d'autorisation et de restriction relatives aux substances chimiques. On parle de la réglementation ou des listes REACH, qui répertorient les substances particulièrement douteuses, telles que le DEHP. L'utilisation de ce dangereux phtalate doit être entièrement abandonnée d'ici octobre 2012. Entre-temps, il continue hélas à empoisonner nos emballages. Certes, on demande à l'industrie chimique de développer au plus vite de nouvelles substances sans risque, mais jusque-là, sans résultat satisfaisant. La Commission européenne de l'environnement s'inquiète. Cette année, parmi toutes les entorses faites à la législation européenne en matière d'environnement, nous allons affronter plus particulièrement les manquements à la réglementation sur les substances chimiques. Nous regrettons d'en répertorier encore autant. Il faut vraiment faire quelque chose. Les entreprises sont désormais tenues de faire analyser à leurs frais toutes les nouvelles substances qu'elles produisent. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles pourront les commercialiser sur le marché européen. Un processus long et coûteux,
qui explique qu'on n'ait enregistré que peu de demandes d'autorisation à ce jour. On ne reçoit que peu de demandes d'autorisation. Il faut veiller au bon fonctionnement du REACH, mais tout prend du temps à l'échelle européenne. C'est indéniable. Avec 27 États, un Parlement européen, une Commission européenne, c'est compliqué. Ça peut être bureaucratique, voire technocratique. C'est très compliqué, car il y a une multitude d'administrations et de législations nationales à prendre en compte, et aussi différentes cultures, sans oublier les lobbies industriels. BASF est le leader mondial de l'industrie chimique. Voilà déjà des années qu'il a cessé de produire du DEHP en Europe, la demande européenne étant de plus en plus réduite. En revanche, l'entreprise continue à produire et à distribuer ce dangereux phtalate en Asie, car le DEHP est le plastifiant le plus utilisé sur le marché asiatique. Or, de nombreux emballages viennent aujourd'hui de Chine et introduisent avec eux le fameux plastifiant en Europe. Il n'y a pas que les multinationales qui le produisent, mais aussi des entreprises chinoises et en grande quantité. C'est le cas de Hangzhou Nature Organic Chemicals, dont c'est le produit principal. Ce qui semble si propre à la vue peut pourtant nuire gravement à notre santé. D'ailleurs, cette substance comporte de si grands risques que même en Chine, il est interdit de l'utiliser dans l'industrie alimentaire et fourragère. Il n'en reste pas moins que si Hangzhou Nature Organic Chemicals vend 90% de sa production à des entreprises chinoises, celles-ci exportent ensuite leurs produits vers l'Europe. Cette usine de film plastique, par exemple. L'important, c'est que le film soit souple, transparent et hygiénique. Les plastifiants ne sont qu'un des multiples poisons migrants qui rôdent dans les supermarchés. Parmi eux, le bisphénol A ou BPA, qui infeste les emballages plastiques. S'il rend l'emballage plus résistant et empêche son contenu de s'oxyder, on le soupçonne d'avoir des conséquences néfastes à la fois sur le métabolisme, le système cardiovasculaire et le cerveau. Le BPA est particulièrement apte à contaminer nos aliments quand on les réchauffe au four à micro-ondes dans leur emballage. J'ai un grand garçon maintenant qui a 5 ans, qui a développé effectivement des allergies. Est-ce que le fait d'avoir mangé aussi bien des petits pots que des choses qui venaient d'emballage comme ça, oui, en plus, bien sûr. Comment agir? Surtout qu'en plus, lui, c'était la période où il utilisait les biberons où il y avait à l'époque ce bisphénol, et puis on le mettait, j'hésite pas à le dire, que je le mettais au micro-ondes. La plupart du temps, le consommateur est prévenu trop tard du danger. Ce n'est qu'en mai 2010 que le BPA a été interdit dans la fabrication des biberons en France. C'était un peu tard pour le fils aîné de Stéphanie. Et le BPA ne contamine pas que la nourriture pour bébé ni les aliments en général. Tous les jours, enfants comme adultes, nous portons des objets en plastique à notre bouche. Mais en tant que consommateur, que peut-on bien faire ? Oui, il y a des petites choses qui ont changé effectivement, puisque maintenant j'ai arrêté de chauffer au micro-ondes. C'est pour ça que je me retrouve avec le chauffe-biberon. Et puis maintenant je trouve des biberons sans bisphénol et des tétines sans bisphénol. Bon, alors est-ce que c'est vraiment prouvé? Est-ce que c'est vraiment... En tout cas, je dirais qu'on suit la mode. C'est une question de mode, clairement. Le Danemark est le seul pays d'Europe à ce jour à avoir interdit le BPA dans tous les emballages de nourriture pour enfants. Le reste de l'Europe débat encore des dangers potentiels. Pour hydrolyser ces composés, pour les transformer. Éric Oudot et Jean-Pierre Cravdy travaillent au pôle de toxicologie alimentaire de l'INRA de Toulouse. Pour eux, ça ne fait pas de doute, le BPA est dangereux. Leurs expériences sur les souris ont révélé que cette substance pénètre notre organisme et entrave la croissance des cellules de défense. Elle s'attaque donc à notre système immunitaire. Il a également été prouvé que le bisphénol A peut pénétrer notre organisme par le contact avec la peau. Une série d'expériences comparatives a prouvé que les souris ayant mangé de la nourriture contaminée au BPA n'arrivaient plus à se défendre contre divers types de germes pathologiques,
contrairement à leurs consoeurs n'ayant absorbé que des aliments dépourvus de toute trace de BPA. Les plus touchés sont les fœtus dans le ventre de leur mère, car le bisphénol atteint le fœtus et bloque le développement des cellules immunitaires. Cela peut même provoquer des modifications génétiques. Des tests réalisés sur des cellules humaines ont confirmé ces résultats. Si le bisphénol bloque trop tôt la porte de ces échanges, tout le système immunitaire qui est à l'intérieur de notre intestin sera mal éduqué, va rester naïf comme à la naissance, au moins pour partie. Et les conséquences, et principalement pour le sexe femelle, seront que l'adulte sera beaucoup plus sensible à développer des inflammations sévères parce que le cellule immunitaire n'aura pas appris à reconnaître correctement les agents pathogènes et n'aura pas appris à comment adapter sa défense. Ces expériences prouvent donc que le BPA empêche notre corps de se protéger contre les maladies et les bactéries nuisibles. Quant aux conséquences à long terme de l'absorption régulière de BPA, il est encore trop tôt pour les connaître. Et on n'est pas allé suffisamment loin dans la vie de l'animal pour constater à quel point une petite imprégnation à des doses relativement faibles qui correspondent à peu près à ce que l'on peut trouver au maximum dans notre environnement peut avoir des conséquences désastreuses chez un animal plusieurs semaines, plusieurs mois après la fin d'une exposition au bisphénol. Un solvant. Encore une fois, pour les chercheurs, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le BPA nuit à notre système immunitaire et qui plus est, durablement. Et ce poison peut se cacher n'importe où, dans les boîtes de conserve par exemple. Un certain nombre de denrées alimentaires ont été analysées afin de déterminer la quantité de bisphénol A qui infiltre notre nourriture. Le bisphénol est dans ce type de container, de boîte métallique, présent sous la forme d'une résine blanche qui habille l'intérieur de la canette, non pas pour protéger la boîte, mais pour protéger l'aliment de l'oxydation du métal. Et puisque l'aliment, pour conserver sa stérilité, est mis à chaud avant l'emboîtage définitif, c'est au moment où l'aliment entre en contact avec ces résines où il y a un pic de relargage du bisphénol de la résine époxy vers l'aliment, d'où la contamination effective du maïs, en l'occurrence pour cette boîte de conserve. Ainsi, à chaque cuillerée de maïs en boîte, on absorbe un peu de bisphénol. Une réalité inquiétante à laquelle il convient de s'intéresser sérieusement. C'est l'AFSA, Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui doit déterminer s'il est ou non nécessaire de protéger les consommateurs européens contre le BPA. Après étude du dossier, voilà la conclusion que tire Marie-Christine Favreau. Les études toxicologiques sont des études excessivement précises, qui sont faites avec une méthodologie qui est bien admise par tous et recommandée dans le monde, en particulier par l'OCDE. Donc, lorsque les quelques expériences qui ont été faites dans ces conditions, il faut rappeler qu'elles ne montrent pas de toxicité. Donc, il est important à l'heure actuelle de dire que l'on n'a pas, pour l'instant, d'études toxicologiques faites de façon très rigoureuse montrant une toxicité. Vous savez, la plupart des résultats qui sortent de nos laboratoires, que ce soit ici à l'INRA, en France ou aux États-Unis ou tout ailleurs, de toute façon, sont systématiquement publiés dans des revues internationales avec des revues par des experts scientifiques de différentes nationalités, experts dans le champ. Et systématiquement, de toute façon, dans nos études, nous avons le groupe traité à différentes doses, mais nous avons également des contrôles à côté qui ne reçoivent pas le produit. Finalement, la différence que l'on observe à côté suffit à valider un résultat. Que faut-il de plus ? Comment se fait-il donc que ces analyses, pourtant financées par l'État, ne soient pas reconnues? Qui est chargé de les valider? Alors, ça peut être d'abord au niveau national, mais c'est le plus souvent au niveau européen. C'est donc soit les instances européennes, soit les instances nationales, nos ministères de tutelle. Mais qui est responsable précisément? Par exemple, si on trouve... Vous coupez la caméra. Non, vous coupez la caméra. Vous coupez la caméra. Les Français dépensent beaucoup d'argent dans la recherche sur le BPA et pourtant, ce sont précisément eux qui se déclarent contre l'interdiction européenne. Comment est-ce possible?
Même des entreprises chimiques et pharmaceutiques comme Bayer ne veulent pas entendre parler des éventuels risques encourus. Ils nous renvoient au groupement d'intérêt Plastics Europe, qui nous assure que l'industrie plastique a financé 14 études et que toutes ont prouvé que le BPA n'était pas dangereux. Et pourtant, pas moins de 153 études financées par les autorités publiques démontrent qu'il est nuisible à la santé. L'Union européenne, quant à elle, semble se fier au dire de l'industrie, puisque le bisphénol A continue à être autorisé. Cela dit, même une interdiction au niveau européen n'aurait pas grand résultat. La plupart des emballages plastiques viennent en effet de Chine, où l'on n'a que faire des interdits européens. Les coûts de production y sont si réduits que cela vaut la peine d'importer jusqu'aux emballages perdus. La seule chose qui compte, c'est l'apparence. Si l'emballage est joli, peu importe les substances douteuses qu'il peut bien contenir. On ne peut pas tester tous les produits, et les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer les substances chimiques qu'ils utilisent. Tant pis pour les consommateurs qui en feront les frais, et ils sont nombreux, car le risque de contamination au BPA concerne aussi bien les boîtes en plastique dur que la vaisselle jetable. Et s'il n'y avait encore que ce fameux poison à redouter, hélas, ce n'en est qu'un parmi tant d'autres. Or, on ne peut en analyser qu'un nombre limité. Sans parler du fait qu'on n'a pas encore étudié l'action conjointe que peuvent exercer ces substances sur notre organisme. C'est un vrai cocktail de substances chimiques qui nous assaille à chaque produit que l'on sort de son emballage. Stéphanie Bloch cherche des solutions alternatives pour nourrir ses enfants sainement et se tourne de plus en plus vers les produits bio. Mais eux aussi sont désormais vendus dans les supermarchés dans des emballages divers et variés. Non, et puis oui, le problème, c'est que là, je me retrouve avec tout un tas d'emballages, que ce soit plastique, cartonné, et on se retrouve avec beaucoup de déchets. Ça me fait beaucoup plus à jeter que... Non, c'est pas bien, ça va pas. Je veux bien acheter du bio, mais du coup, à un prix raisonnable, et je me retrouve avec des fruits, des légumes complètement cartonnés de partout et emballés de partout. Donc ça ne me correspond pas. Hélas, Stéphanie et sa famille n'ont pas le choix. Ils sont jeunes et manquent de temps pour s'approvisionner ailleurs qu'au supermarché. Ils font donc cuire leur riz bio dans les sachets plastiques qu'ils trouvent dans le paquet. Quand on leur demande quelles substances douteuses sont susceptibles de migrer dans les aliments bio, la plupart des producteurs restent quoi? Mais après tout, qu'importe. Le riz est prêt en 2 temps 3 mouvements et les enfants se régalent. Au terme du repas, Stéphanie a rempli un sac entier de films plastiques et d'emballages en plastique dur et en carton. Beaucoup sont recyclables, ce qui veut dire qu'ils donneront naissance à un nouveau cycle d'emballage alimentaire potentiellement nocif. Rien que dans ce centre de récupération des vieux papiers, on décharge 600 tonnes de papier par jour. Du papier imprimé, des paquets de cigarettes, un tas de choses qui ne devraient pas entrer en contact avec des aliments. Il faudrait beaucoup de substances chimiques pour éliminer toute trace d'encre de cette bouillie de papier. Mais c'est trop cher. On préfère donc laisser des résidus d'encre toxique dans ce futur papier recyclé. La Suisse est le premier pays à s'attaquer à ce problème. À Zurich, des chercheurs examinent le contenu des cartons recyclés. Chaque jour, des contrôleurs se saisissent de produits vendus dans les supermarchés et passent les emballages au peigne fin. Konrad Grob est spécialisé dans les emballages carton et fait la guerre aux substances insalubres. Et qu'a-t-il découvert? Que c'est précisément des emballages recyclés qu'on croit respectueux de l'environnement que certains poisons peuvent provenir. Vous déchirez le carton comme ça, en biais, pour voir de quoi il est fait à l'intérieur. Là, on voit qu'à l'extérieur, c'est blanc, mais que dessous, c'est gris. Ce qui indique que c'est du carton recyclé. Et dans ce cas précis, même la surface interne est en papier recyclé. Ces emballages en carton peuvent poser problème.
Deux problèmes en fait. Le premier, c'est l'encre d'imprimerie qui est appliquée sur les cartons. Pas toujours, mais souvent. Le deuxième, c'est que dans le carton recyclé, on retrouve généralement des traces d'encre du papier d'origine. Du papier journal, par exemple. Le papier journal est imprimé à l'aide d'encre fabriquée à base d'huile minérale, généralement extraite du pétrole, donc toxique, qui atterrit dans les cartons d'emballage recyclés et potentiellement dans les denrées alimentaires qu'ils contiennent. Pour l'instant, on ne peut dépister les traces d'huile minérale dans les emballages qu'en Suisse. Le test de dépistage est extrêmement compliqué, mais indispensable pour contrôler l'industrie. Ces huiles minérales ont déjà été analysées en termes de toxicologie il y a déjà une vingtaine d'années. Et il a été démontré que les emballages contiennent souvent 10 voire 100 fois plus de cette huile que la quantité considérée comme acceptable. C'est donc notre rôle de tirer la sonnette d'alarme et de dire « ça ne peut pas continuer comme ça ». Il y a donc souvent de l'huile minérale dans les emballages recyclés. Le problème, c'est que les encres d'imprimerie contiennent aussi fréquemment des phtalates. Les experts estiment que l'encre qui colore les emballages contient au moins 6000 substances différentes. Les autorités suisses de défense du consommateur s'en sont alarmées et ont agi en conséquence. Aujourd'hui, les usines suisses sont sujettes à des contrôles. Depuis janvier 2010, l'industrie est donc soumise à des règles plus strictes en Suisse qu'au sein de l'Union européenne. En Suisse, nous avons une réglementation en matière d'encre présente dans les matériaux d'emballage. Nous avons établi des listes, d'une part de substances autorisées que nous estimons non nuisibles, et d'autre part de substances encore incertaines. Les encres toxiques sont donc interdites en Suisse. Les cartons sont-ils pour autant de meilleure qualité ? Nous avons posé la question au plus grand fabricant d'emballage européen, Mayr-Melnhof, qui nous a communiqué par écrit que leurs produits étaient conformes aux directives de tous les pays auxquels ils étaient destinés, et que seules les encres autorisées étaient employées. Nous ne pouvons malheureusement pas vérifier, car il n'est spécifié nulle part sur ces emballages, quel type d'encre a été utilisé. Bien entendu, chaque entreprise essaie d'attirer l'attention sur ses produits à grand renfort de couleurs et de vernis. Nous avons également examiné d'autres composants et constaté que ce sont précisément ces emballages tape à l'œil qui sont les plus contaminés. C'est un peu absurde que ce qui est le plus attrayant pour le client soit justement ce qui lui est le plus nocif. En résumé, dans les supermarchés internationaux d'aujourd'hui, on ne paie pas juste les produits qu'on consomme, mais aussi leurs emballages toxiques. Et l'Union européenne est inapte à nous protéger des poisons qu'ils véhiculent. Plastifiants, bisphénol A, encre toxique. Les interdire semblerait pourtant être une solution raisonnable. Mais elle n'est manifestement pas encore à l'ordre du jour.